Karl était figé au bord de la clairière, fixant une vision qui défiait la logique. Le sanglier grognon reniflait à ses côtés, le museau enfoui dans la terre fraîchement retournée. Mais le jeune homme ne pouvait bouger. En plein milieu de nulle part, à des kilomètres de toute habitation, quelqu'un avait érigé un campement. La fumée tiède s'échappait encore d'un foyer dissimulé avec soin. Des cendres encore chaudes, des empreintes récentes dans la boue. Quelqu'un était passé il y a quelques heures à peine. La matinée avait débuté comme toutes les autres à la ferme des Corneilles. Karl nourrissait Grognon derrière leur petite cabane lorsque le cochon réticent s'était brusquement élancé vers la lisière du bois, grognant avec une excitation inhabituelle. Bruce et Justine étaient occupés à vérifier le puits d'eau à l'autre bout de leur propriété, laissant Karl seul pour rattraper leur précieux animal. « Grognon, reviens ici » avait crié Karl. Mais le cochon avait disparu dans le bois touffu, plus vite qu'il ne l'avait jamais vu se déplacer. Maintenant, après avoir suivi la piste du cochon pendant ce qui lui avait semblé une éternité, à travers ronces et troncs tombés, Karl se retrouvait face à l'impossible. Ici, au plus profond de la nature sauvage, là où aucun sentier ne menait et aucune carte ne marquait, quelqu'un avait établi un camp temporaire. Pas le refuge rudimentaire d'un voyageur de passage, mais quelque chose de plus délibéré, de plus secret. Le cœur de Karl battait contre ses côtes en remarquant des détails qui lui donnaient la chair de poule. Une pile de provisions recouverte d'une toile huilée. Une corde pendait d'une branche solide, coupée à des longueurs précises. Des outils rangés avec une précision militaire. Ce n'était pas le camp d'un chasseur ni celui d'un trappeur. Grognon grogna à nouveau et se dirigea vers un tas de terre remué près de l'entrée du camp. Alors que Karl le suivait, sa botte heurta quelque chose de dur enfoui dans la terre meuble. Il s'agenouilla et écarta la terre, révélant le coin d'une caisse en bois. Ses doigts tremblaient en essayant d'en dégager davantage. La caisse était lourde, fermée par un simple loquet qui s'ouvrit facilement au contact. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu épais, se trouvaient des liasses de billets de banque comme Karl n'en avait jamais vu. Plus d'argent que sa famille n'en avait manié de toute leur vie. Mais sous les billets, autre chose attira son attention, un journal en cuir. Ses pages étaient remplies d'une écriture soignée, de noms, de dates, de montants, et au bas de la première page, une seule phrase qui glaça le sang de Karl. Prochaine livraison, ferme des Corneilles. 3 jours. Karl claqua le journal. Son esprit s'emballait. Quelqu'un connaissait sa famille. Quelqu'un préparait quelque chose. Et quoi que ce soit, cela impliquait suffisamment d'argent pour remplir une caisse solide et assez de secrets pour la dissimuler dans la partie la plus profonde de la forêt. Grognon renifla encore, cette fois avec alarme. Ses oreilles se dressèrent vers les arbres derrière eux. Au loin, Karl entendit quelque chose qui lui serra l'estomac. Le bruit de chevaux approchant, plusieurs cavaliers se déplaçant rapidement à travers le sous-bois. Quelqu'un revenait chercher son campement caché, et Karl était pris au milieu de tout ça. Karl attrapa la cordelette du harnais de Grognon et tira le cochon derrière le chêne le plus proche, pressant son dos contre l'écorce rugueuse. Sa respiration devint courte et paniquée à mesure que le bruit des sabots s'intensifiait. À travers les interstices des feuilles, il vit 3 cavaliers apparaître dans la clairière. Le premier homme descendit avec une aisance habituée, son visage buriné scrutant le campement avec des yeux perçants. Karl reconnut le type, quelqu'un qui vivait de violence et de ruse. La main de l'homme reposait négligemment sur la poignée de son arme de poing alors qu'il s'approchait de la terre remuée où Karl avait trouvé la caisse solide. « Quelqu'un est passé par ici, Morrison » lança l'homme à ses compagnons. Des traces fraîches, des empreintes de bottes, petites. Le regard de Karl se tourna vers ses propres bottes boueuses, puis vers la piste évidente qu'il avait laissée autour du campement. Dans son choc à la découverte de l'argent, il avait été négligent. Le deuxième cavalier, un homme mince aux yeux calculateurs, s'accroupit près du coin exposé de la caisse. Caisse pas ouverte. Serrure toujours intacte. Il leva les yeux vers Morrison. Ça pourrait être juste un animal curieux. Ou peut-être quelqu'un qui est tombé dessus par hasard. Mais Morrison n'était pas convaincu. Il fit un cercle lent autour du site, lisant le sol comme un livre. Ces empreintes sont trop délibérées. Quelqu'un a trouvé notre argent et savait ce qu'il regardait. Sa voix portait une froide certitude qui glaça le sang de Karl. La question est, sont-ils toujours là? Le troisième homme restait en selle,
son fusil en travers de sa selle, les yeux balayant les arbres environnants. Karl se serra davantage contre le chêne, essayant de contrôler Grognon, qui semblait déterminé à enquêter sur chaque odeur intéressante de la région. Morrison s'arrêta près du cachette de Karl et appela dans la forêt. « Nous savons que tu es là, ami. Pas la peine de te cacher. Sors et on pourra discuter civilisé. » Le cœur de Karl battait si fort qu'il était certain que les hommes pouvaient l'entendre. Il pensa à ses parents, probablement en train de se demander où il avait bien pu disparaître. Il s'attendait à son retour pour midi, et le soleil était déjà haut dans le ciel. Si ces hommes préparaient quelque chose à la ferme des Corneilles dans 3 jours, sa famille était en réel danger. Peut-être qu'ils sont retournés vers la colonie, suggéra l'homme mince. Peut-être qu'ils préparent à ramener la loi ici. Le visage de Morrison s'assombrit. Alors on avance l'échéancier. Pas d'attente de 3 jours. Il se tourna vers ses compagnons. Emballez le camp. On roule vers la ferme des Corneilles maintenant. Karl sentit le monde basculer sous lui. Ce n'était pas juste des hors-la-loi aléatoires cachant de l'argent. Ils avaient des plans précis pour la propriété de sa famille. Et maintenant, parce qu'il était tombé sur leur secret, ils allaient agir immédiatement. Et la famille du garçon ? Demanda l'homme monté. Le plan initial était de faire passer ça pour un accident. Si on se précipite, les plans changent, le coupa Morrison. Parfois, il faut s'adapter. Il commença à rassembler les provisions autour du campement. Le vieil homme des Corneilles est assis sur cette terre depuis assez longtemps. Le temps qu'il apprenne ce qui arrive aux gens qui ne veulent pas vendre quand on leur demande gentiment. Les poings de Karl se serrèrent. Ces hommes voulaient la terre de sa famille, et ils avaient prévu de la prendre par la force. L'argent dans la caisse solide n'était pas juste un butin caché. C'était le paiement de quelque chose de terrible. Alors que les hors-la-loi s'affairaient à démanteler leur camp, Karl réalisa qu'il avait 2 choix impossibles. Rester caché et laisser sa famille affronter ces hommes sans préparation, ou se révéler et tout risquer pour les avertir. Grognon choisit ce moment pour grogner bruyamment, le son résonnant dans les arbres comme un coup de feu. Les 3 hommes se tournèrent vers le bruit, des armes apparaissant dans leurs mains avec une efficacité mortelle. Karl retint son souffle, une main plaquée sur le groin de Grognon, l'autre serrant le harnais du cochon si fort que ses jointures devinrent blanches. Les secondes s'étirèrent comme des heures tandis que les hors-la-loi scrutaient les arbres d'où provenait le grognement. Juste un sanglier, marmonna finalement l'homme mince, baissant légèrement son fusil. La forêt en est pleine. Mais Morrison n'était pas satisfait. Il s'approcha de l'endroit où se cachait Karl, ses bottes crissant sur les feuilles tombées. Les sangliers n'utilisent pas de harnais, Kelly. Il désigna une section de sangle en cuir que Grognon avait accrochée à une branche basse, désormais bien visible. L'esprit de Karl s'emballa. En quelques secondes, il le découvrirait, et toute chance d'avertir sa famille disparaîtrait. Pire encore, il deviendrait un levier que ces hommes pourraient utiliser contre ses parents. L'image du visage inquiet de sa mère et de la posture protectrice de son père lui traversa l'esprit. Morrison fit un autre pas en avant, sa main se dirigeant vers le chêne qui les dissimulait. Karl prit une décision désespérée. D'un mouvement fluide, il libéra Grognon et poussa le cochon avec force vers l'autre côté de la clairière. Grognon, surpris et offensé, couina bruyamment et dévala le sous-bois, s'éloignant des hommes. « Là !» cria Kelly, désignant le cochon en fuite. « C'est notre intrus !» L'homme monté éclata de rire. Toute cette inquiétude pour un cochon avec un harnais. Un animal de ferme s'est égaré et a trouvé notre camp. Karl profita de leur distraction pour reculer prudemment de l'arbre, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Chaque pas devait être silencieux, calculé. Une branche cassée le trahirait. Il resta bas, utilisant les troncs tombés et la végétation épaisse comme couverture, prenant de la distance avec les hors-la-loi. Morrison n'était pas entièrement convaincu, mais avec la présence évidente de Grognon expliqué, il semblait prêt à accepter l'explication la plus simple. Chargez tout. Si ce cochon appartient à la famille Corneille, alors nous sommes plus près de leur propriété que je ne le pensais. Alors que Karl s'éloignait furtivement, il entendit les hommes discuter de leur plan révisé. Ils approcheraient la ferme des Corneilles par la Crétaie, où la vue de la famille était bloquée par de grands pins. Leur intention était de se faire passer pour des acheteurs potentiels, d'entrer dans la maison,
puis de prendre le contrôle de la situation. Souviens-toi, portait la voix de Morrison à travers les arbres. Nous devons donner l'impression qu'ils ont résisté à un cambriolage. Rien qui ne puisse remonter à la société foncière. Le sang de Karl se glaça. Ce n'étaient pas de simples criminels. Ils travaillaient pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec suffisamment d'argent et d'influence pour engager des tueurs et faire passer ça pour légitime. Sa famille n'affrontait pas seulement trois hors-la-loi. Il se heurtait à quelque chose de beaucoup plus grand et de plus dangereux. Le bruit des chevaux s'éloignant du campement donna du courage à Karl pour se déplacer plus vite. Il fallait qu'il atteigne sa maison avant ses hommes, mais il était à pied pendant qu'ils avaient des montures. Le chemin direct le mènerait à travers des prairies ouvertes où il serait visible. Il devrait emprunter le chemin le plus long à travers la forêt dense, suivant les sentiers de cerfs et les lits de ruisseaux. Alors qu'il se frayait un passage à travers un fourré particulièrement épais, Karl entendit quelque chose qui fit couler son cœur. Au loin, le cri de détresse de Grognon résonna à travers les arbres. Le cochon ne s'était pas échappé proprement, après tout. Quand Karl finit par se libérer des ronces et regarda en arrière, il vit de la fumée s'élever dans la direction du camp des hors-la-loi. Ils brûlaient leur abri, éliminant toute preuve de leur présence. Et quelque part dans cette fumée, il n'entendait plus les grognements familiers de Grognon. Son fidèle cochon avait disparu, et Karl était seul dans la nature avec des tueurs qui se rapprochaient de sa famille. Karl courut à travers la forêt comme si sa vie en dépendait, car c'était le cas. Chaque branche qui lui fouettait le visage et chaque racine qui accrochait sa botte lui rappelait que trois hommes armés fonçaient vers sa maison avec des intentions meurtrières. Ses poumons brûlaient alors qu'il se surpassait comme jamais auparavant. Le sentier de cerfs qu'il suivait serpentait à travers la partie la plus dense des bois, ajoutant de précieuses minutes à son voyage de retour, mais c'était son seul choix. Les prairies ouvertes l'exposeraient à quiconque regarderait à cheval. La sueur lui piquait les yeux alors qu'il escaladait des troncs tombés et pataugeait dans des lits de ruisseaux peu profonds. À mi-chemin de son voyage désespéré, Karl entendit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Le bruit de sabots sur la route principale, se déplaçant rapidement en direction de la propriété de sa famille. Il se faufila jusqu'au bord de la lisière et regarda à travers les branches. Trois cavaliers galopèrent, des nuages de poussière marquant leur passage rapide. Morrison et ses hommes avaient pris le chemin le plus direct. Ils atteindraient la ferme des Corneilles bien avant que Karl puisse arriver à pied. La panique lui serra la poitrine alors que Karl imaginait ses parents ouvrant leurs portes à des étrangers, les accueillant avec le genre d'hospitalité de frontière qui les mettrait dans une position désavantageuse fatale. Son père était fort mais confiant. Sa mère était intelligente mais gentille. Ni l'un ni l'autre ne soupçonnerait le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Karl se força à continuer à bouger, même si le désespoir menaçait de le submerger. Peut-être qu'il pourrait encore faire une différence. Peut-être pourrait-il créer une diversion ou trouver de l'aide. Mais alors qu'il sortait de la forêt sur un terrain familier, il vit ses pires craintes se réaliser. Les chevaux des hors-la-loi étaient attachés près de la cabane de sa famille. De la fumée s'élevait de la cheminée, suggérant que ses parents étaient à l'intérieur. Ils offraient probablement du café et des conversations à leurs invités inattendus. Karl pouvait voir du mouvement à travers les fenêtres, des ombres de personnes se déplaçant dans la pièce principale. Il s'accroupit derrière le bûcher, essayant de formuler un plan. Le fusil de son père était accroché au-dessus de la cheminée à l'intérieur de la cabane, inutile, tandis que ses parents recevaient des étrangers armés. Les voisins les plus proches vivaient à plus d'une heure de distance, trop loin pour aider, même si Karl pouvait les atteindre. Alors que Karl observait la cabane, un détail lui glaça le sang. Morrison se tenait près de la fenêtre, clairement visible de la cachette de Karl. Mais le hors-la-loi ne participait pas à une conversation polie. Sa main reposait sur son arme, et sa posture suggérait quelqu'un prêt à la violence. À travers les minces murs de la cabane, Karl pouvait entendre la voix de son père offrir l'hospitalité. « Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs par ici, messieurs. Vous voyagez de loin. » La réponse de Morrison était trop basse pour être clairement discernée. Mais Karl capta des fragments. « Intéressé par votre propriété et vous faire une offre. » Le cœur de Karl coula alors qu'il réalisait que ses parents tombaient dans le même piège qui avait été planifié pour 3 jours plus tard. Les hors-la-loi se présentaient comme des acheteurs potentiels, gagnant la confiance de sa famille avant de révéler leurs véritables intentions.
Un mouvement près de la grange attira l'attention de Karl. Le troisième hors-la-loi, celui qui était resté monté lors de leur rencontre dans la forêt, se positionnait pour couper toute voie de fuite. Ils avaient encerclé complètement la propriété. Karl fouilla sa poche et sentit les papiers pliés qu'il avait arrachés du journal en cuir avant de fuir le camp dans la forêt. Peut-être que la preuve de leur plan serait suffisante pour convaincre une autorité. Mais d'abord, ils devaient survivre assez longtemps pour l'utiliser. De l'intérieur de la cabane, on entendit le rire de sa mère, chaleureux et sincère. Elle n'avait aucune idée qu'elle servait du café à des hommes qui prévoyaient de tuer sa famille. Karl s'approcha furtivement de la cabane, utilisant chaque élément de couverture que la cour familière offrait. Il avait joué dans cet espace depuis qu'il pouvait marcher, connaissait chaque poteau de clôture et chaque baril d'eau. Maintenant, cette connaissance pourrait être son seul avantage contre 3 tueurs. La fenêtre arrière de la cabane était entr'ouverte, lui permettant d'entendre davantage la conversation à l'intérieur. La voix de Morrison avait pris un ton plus dur, bien qu'il maintienne toujours la prétention d'être un acheteur légitime. Votre propriété se trouve sur un terrain précieux. Monsieur Crow, droit d'eau, bonne terre, emplacement stratégique. Mes associés et moi représentons des investisseurs qui sont prêts à payer grassement pour la bonne opportunité. Le père de Karl répondit avec son franc-parler habituel. Cette terre n'est pas à vendre, mon ami. Nous avons construit notre vie ici. Nous prévoyons de rester. Tout le monde a un prix, répliqua Morrison. Et Karl pouvait entendre la menace sous les mots. Parfois, les gens ont juste besoin d'aide pour comprendre quel est ce prix. Karl atteignit le coin de la cabane et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Par la fenêtre, il pouvait voir ses parents assis à leur table de cuisine, des tasses de café devant eux. Morrison se tenait près de la cheminée, directement sous le fusil de son père. Le deuxième hors-la-loi, Kelly, se positionna près de la porte. C'était une formation de piège classique. L'esprit de Karl s'emballa à travers des options désespérées. Il pouvait lancer une pierre par la fenêtre pour alerter ses parents, mais cela ne ferait que les effrayer et donner au hors-la-loi une excuse pour sortir leurs armes. Il pouvait essayer d'atteindre le shérif en ville, mais la colonie la plus proche était à des heures de là, et sa famille serait morte bien avant que l'aide n'arrive. Puis Karl remarqua quelque chose qui changea tout. La main de son père se déplaçait lentement vers le tiroir de la table, où il gardait un petit pistolet pour se protéger contre les animaux sauvages. Bruce Crow pouvait faire confiance facilement, mais il n'était pas idiot. Quelque chose dans l'attitude de Morrison avait déclenché ses instincts de survie. « J'apprécie l'offre », dit prudemment son père. « Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas intéressés à vendre. » Le masque de Morrison tomba finalement complètement. « C'est regrettable, monsieur Crow, car voyez-vous, ce n'est pas vraiment une négociation. » Karl regarda avec horreur la main de Morrison se diriger vers son arme. C'était le moment où la conversation polie allait cesser et où la violence commencerait. Il avait quelques secondes pour agir, mais tout mouvement qu'il ferait pourrait déclencher le bain de sang qu'il essayait d'éviter. Sans réfléchir, Karl attrapa une poignée de pierres près du bûcher et les lança sur les chevaux attachés près de la cabane. Les animaux se cabrèrent et hennirent d'alarme, créant suffisamment de bruit pour distraire les hors-la-loi à l'intérieur. Dans ce moment de confusion, le père de Karl agit. Le tiroir s'ouvrit et le pistolet de Bruce apparut. Mais Kelly fut plus rapide. L'arme du hors-la-loi sortit de son étui juste au moment où Bruce pointait son propre pistolet. « Lâchez ça, vieil homme !» cria Kelly. Le face-à-face ne dura que quelques battements de cœur avant que Morrison ne rende la situation infiniment pire. « Nous savons que votre garçon était dans la forêt aujourd'hui. Nous savons qu'il a vu notre camp. » La voix de Morrison portait une froide certitude. La question est de savoir où est le jeune Karl maintenant. Le sang de Karl se transforma en glace. Ils avaient compris qui il était, probablement grâce au harnais de grognon ou aux traces autour de leur propriété. Sa tentative de sauver sa famille avait plutôt donné à ses tueurs un levier contre eux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Bruce, mais sa voix trahissait sa peur grandissante. Votre cochon nous a permis de suivre la piste jusqu'à votre propriété, monsieur Crow, et votre fils nous a permis de vous suivre. » Morrison sourit sans chaleur. « Maintenant, nous allons attendre ici jusqu'à ce que ce garçon rentre à la maison. Parce qu'il rentrera à la maison. Ils le font toujours. »
Karl réalisa avec une horreur croissante que sa présence à proximité n'était pas seulement dangereuse pour lui. C'était exactement ce que ces hommes voulaient. Ils prévoyaient de l'utiliser comme levier pour forcer la coopération de ses parents. De sa cachette, il pouvait voir le visage terrifié de sa mère par la fenêtre. Il pouvait voir la main tremblante de son père alors qu'il tenait son arme face à des chances impossibles. Le piège était parfait, et Karl y avait mené toute sa famille directement. L'esprit de Karl s'emballa alors qu'il écoutait le stand-off tendu à l'intérieur de la cabane familiale. Chaque instinct lui hurlait de défoncer la porte et d'aider son père, mais il savait que cela ne donnerait au hors-la-loi que ce qu'il voulait, un contrôle total sur toute la famille Crow. Au lieu de cela, Karl se força à penser stratégiquement. Le troisième hors-la-loi était toujours posté près de la grange, guettant son retour. Morrison et Kelly avaient ses parents piégés à l'intérieur, mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils supposaient que Karl agirait comme un enfant effrayé et courait à la maison retrouver sa famille. Karl se faufila vers la grange où son père stockait les outils et les provisions. S'il parvenait à atteindre le bâtiment sans être détecté, il pourrait trouver quelque chose d'utile. La structure offrait également une vue dégagée sur la route principale, la seule voie de sortie pour les hors-la-loi une fois leur affaire terminée. Alors qu'il se déplaçait prudemment dans l'herbe haute derrière la grange, Karl entendit la voix de sa mère pour la première fois depuis le début de la confrontation. « S'il vous plaît, notre fils n'est qu'un garçon. Il ne sait rien de vos affaires. »« Votre garçon en sait beaucoup, madame, » répondit Morrison de l'intérieur. « Il a vu notre camp, nos provisions, notre journal. Cela fait de lui un problème que nous devons résoudre. » Karl atteignit la grange et se glissa par l'entrée latérale que son père utilisait pour un accès rapide aux outils. À l'intérieur, il trouva la collection d'équipements de ranch de son père, des cordes, des marteaux et une hache pour fendre le bois de chauffage. Mais ce qui attira son attention fut quelque chose de bien plus précieux, le signal d'urgence de son père. Bruce Crow avait appris à Karl que si jamais un danger menaçait leur propriété, il pouvait avertir les voisins éloignés en allumant un grand feu de joie sur la colline derrière leur cabane. La fumée serait visible sur des kilomètres et apporterait de l'aide, bien que cela puisse prendre des heures. Karl rassembla une brassée de petits bois secs et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Des heures pourraient être trop longues. Sa famille avait besoin d'aide maintenant, pas après que les hors-la-loi aient terminé leur travail meurtrier et disparu. Par une brèche dans le mur de la grange, Karl pouvait voir le troisième hors-la-loi devenir impatient. L'homme consultait nerveusement sa montre à gousset, scrutant la forêt à la recherche du moindre signe de l'approche de Thomas. Le temps filait pour tous. Thomas, pris d'une décision audacieuse, saisit une corde et en fixa solidement une extrémité à une poutre du grenier. L'autre bout, il le fit passer par un mécanisme de poulie que son père utilisait pour soulever les lourds sacs de grains. Si seulement il pouvait créer une diversion suffisante, peut-être que son père obtiendrait l'avantage dont il avait besoin dans la cabane. Tandis que Thomas travaillait à sa manœuvre, il entendit la voix de son père se faire plus tendue. « Écoutez, vous voulez la terre? On peut négocier les termes. Pas besoin de menaces. »« Oh, nous avons largement dépassé la phase de discussion, monsieur Dubois, » rétorqua la voix de monsieur Leclerc, empreinte d'une finalité glaçante. « Voyez-vous, la disparition de votre garçon nous a forcé la main. Impossible de laisser des témoins de notre petit arrangement. » Thomas comprit avec une horreur grandissante que les hors-la-loi n'avaient jamais eu l'intention de simplement expulser sa famille de leur terre. Ils avaient planifié un meurtre depuis le début, et sa découverte de leur camp n'avait fait qu'accélérer leur sinistre dessein. La corde était prête, mais Thomas avait besoin du moment parfait pour l'actionner. À travers le mur de la grange, il observait le troisième brigand consulter sa montre, puis se diriger vers la cabane. « Le temps est écoulé », appela l'homme à ses complices à l'intérieur. Aucun signe du garçon. On en finit maintenant. Le cœur de Thomas battait la chamade alors qu'il serrait la corde, sachant que son prochain geste déterminerait la vie ou la mort de sa famille. Thomas attendit que le troisième malfaiteur soit à mi-chemin entre la grange et la cabane avant de mettre son plan désespéré à exécution. Il tira violemment sur la corde qu'il avait installée dans le système de poulie, et l'abondante réserve de bottes de foin de la grange s'effondra avec un fracas assourdissant. Ce bruit était exactement ce que Thomas espérait. Il ressemblait à une chute ou à quelqu'un coincé dans la grange. Le troisième bandit se tourna vers le bâtiment, son arme tirée, en s'approchant pour enquêter. « Dubois,
Qu'est-ce que c'était? La voix de Leclerc s'échappa de la cabane, teintée de tension. Quelque chose dans la grange, répondit Dubois. Ça pourrait être le garçon. Thomas avait déjà quitté sa cachette dans la grange pour se rendre dans le cellier près de la porte arrière de la cabane. Pendant que Dubois pénétrait dans la grange pour examiner le vacarme, Thomas saisit sa chance. La porte arrière de la cabane restait toujours déverrouillée en journée. Les familles de la frontière dépendaient de leur capacité à se déplacer rapidement entre leurs bâtiments. Thomas se glissa à l'intérieur par l'entrée arrière, se retrouvant dans la petite pièce où sa mère conservait ses confitures et ses provisions. De là, il pouvait observer la pièce principale où la confrontation se déroulait. Son père tenait toujours son pistolet, mais Kelly braquait son arme sur Justine, créant une situation inextricable. « Votre garçon devient créatif », déclara Leclerc, faisant clairement allusion au bruit provenant de la grange. Dubois le trouvera bien assez tôt. Mais Thomas avait repéré quelque chose que Leclerc n'avait pas vu. Le fusil de son père, posé au-dessus de la cheminée, était à portée si quelqu'un pouvait créer la bonne distraction. Les yeux de Bernard calculaient la distance, attendant une opportunité. Thomas regarda autour de la pièce de stockage et trouva ce dont il avait besoin. La collection de fruits conservés de sa mère dans des bocaux en verre. Il en saisit 3 et s'approcha furtivement du seuil entre les pièces. « Il est temps de mettre fin à ce mascarade », annonça Leclerc. « Madame Bernard, vous allez appeler votre fils. Dites-lui que s'il ne se montre pas dans les 5 prochaines minutes, nous allons commencer à rendre les choses désagréables pour ses parents. »« Je ne sais pas où il est, » répondit Justine d'une voix ferme, bien que tremblante de peur. Leclerc hocha la tête vers Kelly, qui dirigea son arme vers Bernard. « Alors peut-être que nous devons fournir une motivation. » Thomas savait qu'il n'avait qu'une seule chance. Il lança le premier bocal avec toute sa force vers la fenêtre avant de la cabane. Le verre explosa à l'intérieur, faisant pivoter les 2 hors-la-loi vers le bruit. Dans cet instant de distraction, Bernard se jeta sur le fusil au-dessus de la cheminée. Thomas jeta immédiatement le 2e bocal vers la cheminée elle-même, créant un autre fracas et plus de confusion. L'arme de Leclerc balayait sauvagement les menaces, la fenêtre brisée, Bernard s'emparant du fusil, et le doorway d'où provenaient les bocaux. « Là !» cria Kelly, apercevant Thomas dans l'embrasure de la pièce de stockage. Mais le 3e bocal de Thomas était déjà en mouvement. Celui-ci visait directement la main armée de Kelly. Le lourd bocal en verre frappa juste, faisant crier le bandit et lâcher son arme. Les mains de Bernard se refermèrent sur son fusil juste au moment où Leclerc réalisait que la situation s'était retournée contre lui. « Lâchez-le, Leclerc !» commanda Bernard, maintenant armé de son arme préférée et d'une ligne de mire dégagée. Le visage de Leclerc se tordit de rage, mais il se retrouva face à un homme qui connaissait chaque centimètre de sa propre maison et avait l'avantage de la position. « Vous pensez que ça se termine ici, Bernard ? Nous sommes juste des exécutants. Ceux qui nous ont envoyés ont des ressources inimaginables. »« Peut-être, » répondit Bernard calmement. « Mais vous ne serez pas là pour voir le dénouement. » De l'extérieur, on entendit la voix de Dubois appeler ses complices, suivi de bruits de pas précipités alors qu'il réalisait que quelque chose avait mal tourné à l'intérieur de la cabane. Thomas attrapa l'arme tombée de Kelly, ses mains tremblantes mais sa détermination inébranlable. Sa famille était toujours en danger, mais pour la première fois depuis la découverte du camp des hors-la-loi, il eut l'impression qu'il pourrait s'en sortir. Les yeux de Leclerc balayèrent le fusil braqué sur sa poitrine et la fenêtre qu'il pourrait atteindre s'il bougeait assez vite. Sa prochaine décision déterminerait si cette confrontation se terminerait par une reddition ou un bain de sang. La tentative désespérée de Leclerc vers la fenêtre ne vint jamais. Au lieu de cela, Dubois fit irruption par la porte d'entrée, arme dégainée, pour se retrouver face au fusil de Bernard et au pistolet de Thomas dans une défense coordonnée qu'il n'avait pas anticipée. « Baissez votre arme », commanda Bernard, sa voix calme malgré le chaos de la dernière heure. Les yeux de Dubois balayèrent le père et le fils armés, puis les mains levées de Leclerc et Kelly se tenant son poignet blessé. Les probabilités s'étaient massivement retournées contre eux. Après un moment de calcul tendu, l'arme de Dubois cliqueta au sol. « Bon choix, » dit Bernard. Il fit signe à Thomas de récupérer le pistolet de Dubois tout en gardant Leclerc sous surveillance. Maintenant, tous les 3, à plat ventre, main derrière le dos. Tandis que les malfrats obéissaient,
Justine rassembla rapidement de la corde dans leurs provisions. En quelques minutes, les 3 hommes furent solidement ligotés. Thomas sortit les papiers pliés de sa poche. Les preuves qu'il avait recueillies dans leur journal de camp. « Ah, il travaille pour quelqu'un d'autre », expliqua Thomas, montrant les documents à son père. « Une société immobilière. Ce n'était pas juste un vol. Ils ont été engagés pour nous expulser de notre propriété. » Bernard examina les papiers, son expression s'assombrissant en lisant les noms et les sommes détaillées dans le journal. « Ce sont des accusations sérieuses, mon fils. Ces preuves doivent parvenir aux autorités territoriales. » Leclerc, malgré sa position au sol, parvint à un rire amer. « Vous croyez que ça règle quoi que ce soit, Bernard? Nous ne sommes que des exécutants. Ceux qui nous ont envoyés ont des ressources que vous ne pouvez imaginer. »« Peut-être, » répondit Bernard. « Mais ils devront trouver de nouveaux exécutants. » Au cours des heures suivantes, tout changea pour la famille Bernard. Bernard se rendit en ville avec les hors-la-loi capturés et les preuves accablantes, tandis que Thomas et Justine sécurisaient leur propriété. Le maréchal territorial prit l'affaire au sérieux, d'autant plus que le journal révélait des liens avec un stratagème corrompu de spéculation foncière impliquant plusieurs hommes d'affaires influents. En une semaine, des arrestations furent effectuées dans la capitale territoriale. La société immobilière qui avait engagé le groupe de Leclerc fut dissoute suite à une enquête, et leurs commanditaires firent face à des accusations fédérales de conspiration et de tentative de meurtre. Les droits de propriété de la famille Bernard furent non seulement confirmés, mais protégés par une nouvelle législation territoriale visant à prévenir des stratagèmes similaires. Thomas se retrouva transformé par l'expérience d'une manière qu'il découvrait encore. Le garçon effrayé qui avait chassé son cochon dans la forêt avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que le courage n'était pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Ses parents le traitaient différemment maintenant, non plus comme un enfant à protéger, mais comme un jeune homme qui avait fait ses preuves lorsque cela importait le plus. La famille organisa une petite cérémonie pour Tonton derrière leur cabane, marquant l'endroit où Thomas se souviendrait toujours du cochon qu'il avait involontairement conduit à sauver l'avenir de sa famille. Bernard fabriqua une simple croix en bois et Justine planta des fleurs sauvages autour. « C'était un bon cochon », dit Thomas en se tenant auprès du site funéraire. « Il l'était », concorda son père. « Et tu étais un bon ami pour lui. C'est ce qui t'a amené à découvrir la vérité à temps pour nous sauver tous. » 3 mois plus tard, le domaine Bernard était devenu une sorte de monument. Les voyageurs s'arrêtaient pour écouter l'histoire du garçon qui avait suivi son cochon dans le danger et était ressorti comme le héros qui avait dénoncé un vaste réseau de corruption. Thomas ne se lassait jamais de raconter l'histoire, bien qu'il soulignât toujours l'importance du rôle de Tonton dans cette aventure. La famille prospéra sur leur terre protégée, et Thomas devint un homme qui comprenait que parfois les moments les plus ordinaires, comme courir après un cochon échappé, peuvent mener à des conséquences extraordinaires. Il n'oublia jamais que la différence entre la tragédie et le triomphe réside souvent dans la volonté d'une personne d'agir lorsque l'action semble impossible. Dans les années à venir, lorsque Thomas aurait ses propres enfants, il leur raconterait le jour où un cochon nommé Tonton l'avait mené dans la forêt et comment cette simple poursuite avait tout changé pour le mieux.